Chers étudiants, je vais vous présenter l'épreuve d'économie et de droit que les BTS qui n'ont pas encore été réformés vont passer. Mon discours s'adresse donc en priorité aux étudiants de BTS de deuxième année dont la formation n'est pas encore rénovée. Cette capsule vidéo vise à vous donner toutes les clés pour réussir l'épreuve d'économie et de droit. Pour cette session 2020, les BTS GPME, SAM et NDRC ne sont donc pas concernés. Toutefois, cette présentation sera utile à tous dans la mesure où les attendus du syllogisme en droit restent identiques. Nous allons voir ensemble dans un premier temps les généralités, c'est-à-dire ce qui reste valable quelle que soit la discipline, l'économie, le droit et parfois même d'autres disciplines. Puis, nous aborderons sur ce que le jury attend en regardant votre copie dans la partie économie. Ensuite, nous ferons la même chose dans la partie droit. Enfin, nous conclurons par une synthèse des points essentiels. Tout d'abord, les généralités. L'économie représente un coefficient 1 auquel s'ajoute le droit coefficient 1 lui aussi. Et donc, l'épreuve que l'on nomme E3.1 est d'un coefficient 2. L'ensemble dure 4 heures. Alors, attention, c'est 4 heures d'un bloc, ce qui signifie qu'il vous appartient de gérer votre temps afin de ne pas consacrer trop de temps à une discipline et pas assez à l'autre. Par exemple, le jour de l'examen, passer 3 heures à travailler en économie vous amènera à ne pouvoir consacrer qu'une seule heure en droit. Et ce déséquilibre est très risqué, car négliger une discipline, c'est s'amputer de précieux points et voir la moyenne s'éloigner bien souvent. Il est donc important de respecter un équilibre, à plus ou moins un quart d'heure, disons, pour passer environ 2 heures en éco et environ 2 heures en droit. Pour cette épreuve E3.1, la moyenne est calculée en additionnant votre note en économie à votre note en droit. Et donc, au total, cette note sur 20 a un coefficient de 2. Je conseillerais de démarrer par la discipline avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Par exemple, si vous préférez le droit, alors commencez par faire le droit. Parce qu'ainsi, vous démarrez en confiance et puis surtout, vous serez plus à même d'avoir traité tous les dossiers de manière convenable pour cette première partie dans laquelle vous devez consacrer environ 2 heures. Et ensuite, vous passez à la deuxième discipline. Toujours dans les généralités, nous allons voir maintenant que le fond et la forme forment un tout. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas réussir votre épreuve si vous négligez la forme. Ou bien, à l'inverse, si vous négligez le fond. C'est-à-dire qu'il faut à la fois respecter les méthodes, les étapes de raisonnement, c'est-à-dire la forme, la manière dont doivent être organisées vos réponses, mais aussi le fond, bien sûr, c'est-à-dire la qualité de vos arguments, la pertinence de votre analyse, le fait de prendre les bons arguments, de s'appuyer sur les bonnes annexes, tout ça vont permettre de donner une copie crédible. Donc, aujourd'hui, je vais m'atteler à vous présenter les méthodes qui vont vous permettre de construire justement et de mettre en forme vos réponses afin de gagner le maximum de points. Voici ce que le jury veut voir dans votre copie. Vous devez maîtriser les savoirs et les compétences du programme. En clair, 4 points. Vous devez savoir tout d'abord, premier point, identifier et mobiliser les mécanismes et les théories économiques qui s'appliquent à la situation analysée. Puis, en deuxième temps, vous devez synthétiser une documentation économique.
troisième compétence en fait. Troisième compétence, savoir exposer ses analyses et ses propositions de manière cohérente et argumentée. Enfin, dernière compétence, produire un écrit utilisant le vocabulaire approprié et en témoignant d'une réflexion construite par rapport aux questions posées. Bref, vous l'aurez compris, il est difficile d'avoir toutes ces compétences sans la maîtrise de la langue. Maîtriser le français est essentiel et c'est pour cela aussi que j'insistais précédemment sur la nécessité de lire régulièrement pour vous familiariser et avoir une production écrite de qualité. En économie, concrètement, ce que l'on attend de vous, ce sera toujours la rédaction d'une note. C'est pourquoi il est important de bien maîtriser cette méthode. Tout d'abord, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un en-tête nominatif. Par exemple, note à l'attention de Madame Y, ou bien note destinée au chef de service Monsieur Z. C'est possible, c'est pas obligatoire. Ce qui est important, c'est que l'introduction doit dans un premier temps présenter ce que l'on appelle le sujet traité, on le verra après. Puis, votre introduction doit se terminer avec une annonce du plan. Dans un deuxième temps, vous passez au développement. Une définition, avec des définitions, une analyse et bien sûr, comme on l'a vu, ça doit être un développement cohérent et neutre. Vous ne prenez pas parti, on ne vous demande pas votre avis à vous, ce que vous en pensez. Il s'agit de s'appuyer de manière objective sur vos connaissances, le cours et les annexes. Voyons très précisément comment ça va se dérouler. Je pars d'un exemple de sujet d'examen, une annale qui est tombée là en l'occurrence en 2016. Et on va voir ensemble comment c'est construit. C'est-à-dire que tous les sujets d'examen en éco-droit sont construits de la même manière. Tout d'abord, on a dit que il est important de commencer par une introduction qui, dans un premier temps, définit le sujet à traiter. Ici, si vous regardez bien la structure, c'est pas très grave si pour le moment vous voyez pas. De toute façon, ces sujets d'examen, vous les trouvez facilement sur Internet en tapant Annales, BTS, éco-droit ou bien sujet d'examen, etc. Vous les retrouverez. Je vais surtout m'attacher à vous montrer la structure d'un sujet. Si vous regardez bien en haut, il y a un titre. Ça, c'est important. C'est le sujet que vous allez traiter. Et si vous regardez en bas, dans l'encadré, on voit 3 points. Petit 1, petit 2, petit 3. C'est cela qui va bâtir la structure de votre note. Je fais maintenant un zoom sur ce sujet. On voit très bien le titre, la finance solidaire. Donc, dans votre introduction, vous allez dire que vous allez traiter de ce sujet. Et puis, ce qu'il est important aussi, c'est de définir ces termes. Par exemple, ici, il faudra définir ce qu'est la finance solidaire. L'introduction, deuxième partie, si je puis dire, c'est-à-dire l'annonce du plan. Donc, l'annonce du plan, on voit très clairement sur le sujet qu'il y a 3 points. Donc, ça veut dire que votre plan sera bâti en 3 temps. Vous pouvez faire une petite phrase en disant « Dans un premier temps, je commenterai et je montrerai les placements d'épargne solidaire. Dans un deuxième temps, je présenterai les 2 modalités de financement et j'expliquerai en quoi la finance solidaire relève à la fois de la finance directe et du financement intermédiaire. Dans un dernier temps, je mettrai en évidence les raisons qui motivent les pouvoirs publics envers le financement solidaire et je justifierai les moyens mis en œuvre pour cela. Donc,
on voit bien qu'il faut directement s'inspirer de la consigne pour construire le plan. Votre plan, il doit être en 3 temps. Grand 1, grand 2, grand 3. S'il n'y avait eu que 2 points dans le sujet, vous n'auriez fait que grand 1 et grand 2. Voilà pour l'annonce du plan. Enfin, le développement. Eh bien, le développement, vous l'aurez compris, ça va reprendre ce que vous avez annoncé en introduction. Maintenant, en regardant bien la consigne, on a vu qu'il y avait des verbes, plusieurs verbes d'action. Donc, il est tout à fait possible de faire un grand 1, petit a, petit b. Grand 2, petit a, petit b. Grand 3, petit a, petit b. C'est possible. Mais si vous faites ça, il faut veiller à ce que vos 3 parties soient équilibrées. Malheureusement, parfois, on voit des grands 1 qui n'en finissent pas parce que on en dit trop et du coup, on ne sait plus quoi mettre dans le grand 2 et encore moins dans le grand 3. Donc, c'est pour ça l'utilisation du brouillon va cadrer votre production à l'écrit. Point important quand même à souligner, dans la note en économie, il n'y a pas besoin de rédiger de problématiques, ce n'est pas attendu. De même, la conclusion n'est pas obligatoire. Donc, à la limite, si on vous demande votre avis ou on vous demande de formuler un conseil, très bien, vous pouvez faire une petite conclusion à la fin, mais ne passez pas trop de temps sur cette conclusion. 1 phrase, 2 phrases, et c'est déjà bien. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, la problématique, la conclusion, ce n'est pas indispensable. Voilà. Concentrez-vous surtout sur l'introduction. Ça, c'est essentiel. Et ensuite, le développement. Passons maintenant au droit. Le droit, comme l'économie, constitue un ensemble lié. C'est-à-dire qu'on vous met dans un contexte et l'ensemble des questions qui se rapportent à la discipline constituent un tout. Donc là, il s'agit d'une mise en situation où le candidat va plonger dans une organisation et mobiliser ses compétences au fil des dossiers à traiter. Alors, généralement, en droit, il y a 3 dossiers à traiter. Et bien souvent, ces 3 dossiers c'est ainsi répartis, on va le voir tout à l'heure, entre le cas pratique et la note juridique. Petit point sur le référentiel qui précise les compétences à évaluer. Le jury va s'attacher à regarder si vous savez analyser des documents juridiques et qualifier une situation juridique contextualisée. Dans un deuxième temps, il contrôlera aussi si vous savez déterminer les éléments du droit positif qui s'appliquent à cette situation et les mobiliser dans le cadre d'un raisonnement ou d'une argumentation juridique. Dans un troisième temps, on va regarder aussi si vous savez expliciter dans un contexte proposé le sens et la portée de la règle de droit ou bien d'une décision de justice. Enfin, on attend de vous que vous sachiez produire un écrit en utilisant un vocabulaire juridique approprié et en témoignant d'une réflexion construite par rapport aux questions posées. L'évaluation, donc, repose sur les 2 types d'activités. C'est celle que l'on va voir à présent. En droit, donc, l'épreuve s'articule bien souvent autour de 3 dossiers. 3 dossiers au cours desquels il faudra alternativement mobiliser l'une des 2 méthodes. Les 2 méthodes que sont la méthode du cas pratique, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà pour l'avoir étudié en antébac, et la méthode de la note juridique. Généralement, on trouve une note et 2 cas pratiques. Alors, ce que j'entends par cas pratique, c'est une analyse de situation. Comment savoir si on doit faire la méthode du cas pratique ou bien la méthode de la note juridique? Eh bien, c'est très simple. Lorsque c'est une note, on vous le dit clairement. La consigne mentionne bien dans une note. Alors la note peut être structurée, argumentée, peu importe, il y a le mot note, donc on attend de vous une note. Et par déduction, si on n'est pas expressément écrit,
alors c'est la méthode du cas pratique qui s'applique. Surtout, ne mélangez pas les deux méthodes. Ne faites pas un mix des deux. Dans un premier temps, donc, nous allons voir le cas pratique. Le cas pratique, donc, appelé aussi analyse de situation. Analyse de situation parce que effectivement, on va vous plonger dans l'organisation et plus précisément un problème, une question, une difficulté, une interrogation auquel doit faire face l'entreprise. La méthode, c'est celle du syllogisme. Le syllogisme, eh bien, il s'agit de démontrer que l'on est capable de construire un raisonnement juridique cohérent. Le syllogisme comporte 4 étapes, toujours 4 étapes. Et ça, visuellement, dans votre copie, on doit le voir. Alors, vous pouvez sauter une ligne entre chaque étape ou bien mettre un titre, ou voilà, peu importe. Toujours est-il qu'on doit bien identifier ces 4 étapes. La première, c'est qualifier, la qualification juridique des faits. La deuxième, c'est la problématique ou bien aussi la question de droit. Certains l'appellent comme ça. La question de droit qui est soulevée par la situation que vous venez de décrire. La troisième étape, c'est la règle de droit. Et enfin, la solution, c'est-à-dire, eh bien, quelle solution vous pouvez formuler au vu des 3 étapes précédentes. La première étape du syllogisme, c'est la qualification juridique des faits. Qui sont les parties? Leur nom, leur profession, la difficulté qu'ils rencontrent, leur relation. Est-ce qu'il s'agit d'une relation client-fournisseur, employeur-employé? Tout cela est très important. Encore une fois, vous êtes plongé dans une organisation qui est amenée à se poser des questions, à s'interroger. Peut-être elle rencontre des opportunités, elle voudrait savoir quel est le cadre juridique. Peut-être rencontre-t-elle des difficultés en interne, un problème avec un fournisseur ou bien un employé. Peut-être s'agit-il d'un particulier en tant que client ou en tant que travailleur. Tout cela doit être précisé dans cette première étape. Cela va permettre aussi de savoir la branche du droit qui va être mobilisée. Est-ce que c'est une relation de travail? Est-ce que les faits se déroulent dans le cadre d'un contrat de travail? Est-ce que les faits soulignent la responsabilité éventuelle qui pourrait être engagée? Dans ce cas, quel est le dommage? Quel est le fait générateur? Voilà, tout dépend des informations qui vous sont fournies dans la situation. La deuxième étape, c'est la problématique. La problématique ou question de droit, eh bien, répond à des critères très précis en termes de forme. On l'a vu au début, dans les généralités, je vous ai dit que la forme et le fond étaient tout autant importants. Eh bien, ici, les critères sont très précis. Il s'agit d'une question formulée de manière impersonnelle et générale. Elle est de portée générale et ne vise pas quelqu'un en particulier. Donc, dans cette étape de la problématique de droit, généralement ça tient en 1 ou 2 lignes, c'est une question qui ne va pas nommer les personnes, mais par exemple parler d'un salarié ou bien d'un client, d'un fournisseur, des droits ou des conditions à réunir par rapport à un contrat de vente, à un contrat de travail, à un contrat de livraison, ou bien une question de propriété intellectuelle, de droit d'auteur. Peu importe, tout va dépendre du cas et surtout, vous l'aurez compris, de la manière dont vous avez qualifié les faits. De toute façon, bien qualifier les faits, c'est forcément bien avoir compris la situation
Et donc, vous allez percevoir quelle est la problématique soulevée dans cette situation. À quelle question doit-on répondre par rapport au cas? La troisième étape, c'est là où les règles de droit. Dans cette étape, il va falloir mobiliser vos connaissances, vos cours, mais aussi les annexes. La règle de droit, il va être ici attendu de retrouver le cadre juridique. Vous pouvez citer un article de loi, un dispositif que vous connaissez. Sûrement dans les annexes, vous trouverez ce qui va pour l'essentiel alimenter vos réponses, c'est-à-dire que ce peut être une décision de justice, de la jurisprudence. Ça peut être aussi des articles de loi, des extraits d'un code, code pénal, code du travail, que sais-je encore, code de la propriété intellectuelle. Tout va dépendre du sujet. Alors, c'est là aussi où il est important de comprendre la situation dans la mesure où vous ne pourrez mobiliser les bonnes annexes que si vous avez bien cerné la problématique soulevée. Enfin, la quatrième et dernière étape, la solution. La solution que certains appellent la mineure. Eh bien, ici, il s'agira de, en quelque sorte, répondre à la question que vous vous êtes posée dans la problématique. Répondre à une question précise par rapport à la situation. C'est-à-dire, il s'agira de savoir est-ce que Monsieur X ou Madame Untel a oui ou non tort, raison, droit, ou peut prétendre à des dédommagements, ou bien... Voilà, il s'agira de répondre précisément au cas qui vous est soumis. On attend une réponse juridique. Nous avons vu le cas pratique. Maintenant, nous allons voir la méthode de la note juridique, qui est, comme vous le savez, l'un des deux types d'exercices, l'une des deux méthodes qui peuvent être sollicitées dans la partie juridique. Nous voici donc face à l'un des dossiers de la partie juridique qui fait appel à cette méthode. Tout d'abord, qu'est-ce qui est important ici ? Quelle est la première chose à souligner? C'est le titre. C'est le titre. Ici, c'est l'immatériel et la protection de la personne. Ensuite, comme je vous l'expliquais, comment savoir qu'il s'agit de la méthode de la note à mettre en œuvre et non pas du syllogisme? Eh bien, tout simplement parce que si vous regardez bien la structure de la consigne, on voit bien apparaître le mot note. Je vais revenir plus en détail sur cette consigne. Comme vous le savez, la consigne, que ça soit en note économique ou juridique, est fondamentale pour construire votre réponse. Alors, la note. Tout comme en économie, la note juridique, c'est une introduction et un développement. Nous allons donc faire un zoom dans un premier temps sur l'introduction. L'introduction, dans un premier temps, doit reprendre le sujet. Nous l'avons vu ici, je vous l'ai entouré, et bien souvent, c'est en haut, tout en haut, vous voyez le nom, le titre, et c'est ça qui va éclairer. Éclairer pourquoi? Bien parce qu'on attend de vous que vous définissiez les termes. D'accord? Donc là, par exemple, il va falloir définir ce qu'est l'immatériel, en quoi protéger la personne est important par rapport à ce domaine immatériel. Et enfin, pareil, vous annoncez le plan. Donc l'introduction, vous n'avez pas tellement à produire et à produire et à produire de l'écrit, ça doit être quelque chose d'assez court, mais efficace. On attend
l'annonce du sujet, des termes définis, les mots-clés, et enfin l'annonce du plan qui va bâtir la structure de votre développement. Le plan. Donc le plan, c'est ce que vous allez véritablement construire sur votre feuille de brouillon. Comment allons-nous le construire? Donc dans un premier temps, on a bien vu qu'il s'agissait d'une note structurée, donc ça veut dire qu'il va falloir y mettre un grand 1, un grand 2, tout du moins organisé en paragraphes, quelque chose dont on voit la structure, c'est-à-dire qu'il faut que le jury visuellement puisse identifier cette structure. Donc soit en sautant des lignes, soit en mettant un paragraphe, je veux dire un paragraphe dans la mesure où votre développement va aborder un grand 1, puis un grand 2. Alors il est tout à fait possible de mettre un titre, de faire votre développement, d'aller à la ligne à chaque idée, et puis lorsque vous changez de partie, vous allez attaquer la deuxième ou la troisième partie selon la consigne, eh bien vous allez sauter une ligne, et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un titre, grand 2. Voilà. Alors ici, comment ça s'organise? Eh bien, on voit bien que après la virgule, il s'agit d'exposer les restrictions à l'usage des TIC imposées à l'employeur en matière de recrutement et en matière de contrôle et de surveillance des salariés. Donc là, il faut bien prendre son temps pour découper cette phrase et savoir qu'est-ce qui va fonder le grand 1, le grand 2. Quelle est votre première partie, votre deuxième partie, éventuellement votre troisième partie? Alors pour cela, les mots de liaison, les mots d'articulation, alors ici c'est « et », mais ça pourrait être « de plus », tout en vous attachant à, ou bien dans un deuxième temps. Bref, tout ce qui montre qu'il y a deux idées centrales. Les deux idées centrales, eh bien, on le voit. La première partie concerne les restrictions à l'usage des TIC pour l'employeur, grand 1 en matière de recrutement, grand 2 en matière de contrôle et de surveillance des salariés. C'est un moyen simple et efficace de construire un plan qui répond aux attentes. Donc voilà, votre développement doit être en phase avec le sujet, bien sûr, et surtout, chaque point de la consigne doit être traité. L'ensemble doit former un tout cohérent et structuré. C'est-à-dire que vos parties vont vraiment répondre aux attentes du jury, à ce que l'on doit évaluer. Après, pour chaque partie, à l'intérieur, il vous appartient de trouver des arguments, des idées. Pour cela, vos cours, vos connaissances, mais aussi les annexes. Il y a forcément des annexes à exploiter par rapport à ce développement. Donc ça, c'est à vous d'organiser. Encore une fois, le brouillon est nécessaire. Attention, le brouillon, il ne s'agit pas de recopier mot à mot, il s'agit juste de pointer les idées, de les reporter pour pouvoir mieux les organiser lorsque vous passez à la phase rédaction sur la copie. Voilà. Un point important aussi, que ça soit la note ou bien le syllogisme, et même en économie d'ailleurs, il est important de rester neutre. C'est-à-dire que, sauf si on vous le demande, il est toujours de bon ton de rester neutre, de ne pas prendre parti. En droit, on ne vous demande pas d'endosser le rôle du juge ou bien de l'avocat. Il s'agit juste d'analyser de manière objective, de manière impartiale, une situation et d'y répondre, ou bien de présenter quels sont les tenants et les aboutissants que pourrait faire un choix, que pourrait entraîner un choix stratégique de la part de l'organisation. Voilà, donc pas de point de vue personnel. Il ne s'agit pas de juger de la pertinence d'un texte de loi, d'accord ?
Là encore aussi, comme en économie, la conclusion n'est pas nécessaire. Donc, bien sûr, si on vous demande un avis, un point de vue, très bien, vous pouvez conclure là-dessus. Hein, une phrase, 2 phrases maximum, hein, mais voilà. Il ne s'agit pas non plus d'une partie, la conclusion n'est pas une partie qui est attendue. On attend une introduction construite, on attend un développement structuré, et ça déjà, si vous réussissez à faire ça dans les 2 heures, c'est parfait. Maintenant, faisons la synthèse de tout ce que l'on a vu. Tout d'abord, tout part du sujet. Le sujet, c'est bien sûr le titre, les consignes, les annexes, tout ce qui sera de nature à cadrer votre réflexion. Il s'agit bien sûr de comprendre le contexte et donc pour cela de savoir mobiliser les annexes qui correspondent. Pour cela, vous devez tout d'abord, au préalable, passer par une phase d'analyse des consignes telles que l'on a fait, c'est-à-dire découper les phrases, repérer les verbes d'action, repérer les petits mots qui vont lier tout ce qui sera dans les attendus. À partir de là, vous pouvez prendre votre brouillon et poser les idées. Ces idées peuvent provenir de vos connaissances, c'est-à-dire le cours, c'est-à-dire tout ce que vous avez su mobiliser auparavant, mais aussi ce qui est à votre disposition le jour de l'épreuve, c'est-à-dire les arguments que vous pouvez reprendre dans des annexes. À partir de là, vous organisez vos parties, que ce soit la méthode du syllogisme en droit ou bien la méthode de la note en droit et en éco. Dans tous les cas, il faudra tout d'abord poser vos idées, les structurer dans un brouillon. C'est une étape indispensable. Encore une fois, je répète, un brouillon, ce sont des notes personnelles. C'est pas nécessaire d'écrire des phrases complètes, des mots-clés suffisent. Enfin, dernière étape, votre copie, la rédaction sur la copie. Vous l'aurez compris, il est nécessaire que cette structure, on puisse la retrouver dans votre copie. Donc, vous allez l'aérer de telle sorte aussi à ce qu'on retrouve soit les 4 étapes en syllogisme, soit les parties, le nombre de parties selon la consigne qui aura été donnée. Tout cela, on doit le retrouver dans votre copie. Enfin, gardez 15 minutes minimum pour se relire. 10-15 minutes, c'est parfait. C'est parfait pour pouvoir se relire, repérer les petites fautes, bien sûr. Peut-être que vous ne repérez pas tout, mais au moins les fautes qui sautent aux yeux. Les accords, les conjugaisons, les pluriels, voilà. Si vous appliquez tout cela, déjà, vous pouvez vous assurer d'un minimum de points le jour de l'épreuve. Et voilà, maintenant, vous connaissez absolument toute la méthode, toutes les astuces aussi qui vont vous permettre de gagner des points, hein. La forme, le fond, tout ça, vous l'avez compris, est essentiel. Respecter l'équilibre dans les disciplines en termes de gestion du temps, 2 heures pour l'éco, 2 heures pour le droit. Et puis surtout, travaillez, entraînez-vous. Les annales sont disponibles sur Internet. Vous pourrez facilement les retrouver et les corrigés sont disponibles aussi. Donc téléchargez les sujets, faites-les, entraînez-vous, vous vous chronométrez et après vous regardez ce que vous avez produit par rapport aux corrigés. Alors, je vous rassure, les corrigés sont toujours très ambitieux, c'est-à-dire que c'est un modèle parmi d'autres, hein. On n'attend pas de retrouver exactement dans la copie d'un étudiant ce qui est dans le corrigé que vous retrouverez sur Internet. Mais voilà, maintenant, la balle est dans votre camp. Bon travail, bon courage!